Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à Monaco pour la 62e édition des rendez-vous de septembre. Après une année durant laquelle la rentabilité des réassureurs a été mise sous pression, quel est le pouvoir de négociation des cédantes? Par ailleurs, dans un souci de diversification, la demande en réassurance vie explose et comment se positionnent les courtiers sur ce marché qui reste peu intermédiaire? Pour en discuter, je rejoins Alkis Tsimaratos de chez Willis Re. Alkis Tsimaratos, bonjour. Donc, un an après les événements qui ont eu lieu dans les Caraïbes et aux États-Unis, quelles sont aujourd'hui les demandes des cédantes vis-à-vis des réassureurs, sachant que les réassureurs ont été un peu mis sous pression en termes de rentabilité? Alors, il faut peut-être retracer le fil des événements de l'année dernière. On avait une incertitude sur l'évolution des taux à la suite de 140 milliards de sinistralité US. Le marché ne s'est pas, en dommage 4, ne s'est pas retourné de la manière dont on l'attendait. Je crois que les attentes des réassureurs étaient plutôt de l'ordre de 10 à 15%. On a atterri sur des renouvellements de l'ordre de plus 5%. Et au fil des renouvellements successifs, donc 1er avril pour le Japon, 1er juin et 1er juillet pour les États-Unis, on s'est rendu compte que finalement, on entrait dans une nouvelle norme où le marché était en mesure d'absorber ces événements-là sans pour autant modifier son cycle. Donc on aborde les renouvellements du 1er janvier 2019 avec une question qui est de savoir, en l'absence d'événements et avec un premier semestre qui est plutôt positif pour les réassureurs, quelles peuvent être les tendances en matière de prix. Alors on a deux facteurs qui vont jouer. Premièrement, on a tout de même un marché de la réassurance qui produit de manière non retraitée des résultats positifs, 8,5% de ROE sur le premier semestre 2018. Néanmoins, si on va regarder plus en profondeur ces résultats-là, il y a une partie de ces résultats qui est due à l'absence de sinistralité. Et si on retraite les résultats de cette absence de sinistralité, on va opérer sur un ROE de 3,4% qui finalement n'est tenable mais ne peut pas baisser. Donc les réassureurs sont dans une position où ils n'ont pas eu de sinistre, ils doivent faire des efforts et ils vont faire preuve de flexibilité. Par contre, ce sera une flexibilité discutée, mesurée. Donc on pense que nous sommes dans un marché qui est plutôt flat avec éventuellement quelques baisses. Alors là où on attendait un retournement aussi l'année dernière, c'était par rapport aux ILS, où on avait une crainte sur le fait que les investisseurs, quelque part, fuient les cat bonds. Un an après, on se rend compte que finalement, il y a une hausse des capacités alternatives. Comment vous l'expliquez, cette hausse des capacités alternatives? Et aussi, on voit qu'il y a un souci de diversification. On n'est plus que sur du simple cat bond, mais on voit des pandemic bonds qui ont été émis par la Banque mondiale. Donc des bonds qui vont plus vers de la réassurance vie finalement. Alors c'est vrai que 2018 était vraiment un test pour les ILS. Tout d'abord, ils ont rechargé. On va se rappeler que les ILS au 1er janvier 2018, on en avait pour environ 75 milliards. Aujourd'hui, on est à près de 90 milliards, donc c'est un rechargement de l'ordre de 20% du marché ILS. Plusieurs facteurs à ça. Disons que les ILS ont anticipé un retournement de marché aux États-Unis. Et donc, une fois qu'ils ont perdu leur capacité, ils l'ont rechargé pour essayer de profiter d'un retournement éventuel de cycle, ce qui est une bonne stratégie. Deuxièmement, les ILS ne représentent qu'une petite fraction des investissements des fonds de pension dans le domaine de l'assurance. Donc on est toujours sur l'ordre de 1%. Donc une branche d'investissement de 1% qui va avoir un résultat négatif ne justifie pas qu'on en sorte. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est qu'ils se rendent compte que pour être moins volatile sur le dommage 4, il faut effectivement qu'ils s'ouvrent à d'autres régions. Donc on a vu un certain nombre d'obligations qui se sont émises sur des périls et des régions différentes. Le Japon, l'Italie, tremblement de terre, le vent en Europe. On voit des transactions de lignes d'activités différentes. Donc on pense à la pandémie, la Banque mondiale. On pense à l'automobile avec Generali qui a fait un cat bond automobile il y a 1 an et demi. Et donc on est dans une configuration où, pour autant qu'on le puisse apporter un risque mesuré aux investisseurs, il y a un réel appétit à diversifier ces 90 milliards. Alors dernier point justement sur la diversification, vous venez de recruter un nouveau directeur général Europe qui est en charge de la réassurance vie. Quelle est votre stratégie sur ce marché qui est assez peu intermédiaire finalement? Alors, merci de la question. C'est vrai qu'on a recruté Franck Pinette, CEO pour Europe, Middle East et l'Africa.
On s'est rendu compte et on se rend compte, il y a deux facteurs. Tout d'abord, la réassurance vie est un marché qui opère en direct pour 98% de son activité, donc une très faible intermédiation. Et deuxièmement, les motivations d'achat des assureurs en vie sont en train d'évoluer sous l'impulsion des nouvelles normes réglementaires et aussi des nouveaux outils qui leur permettent d'évaluer la réassurance de manière plus économique. Et donc, de plus en plus d'assureurs sortent des schémas traditionnels de renouvellement de leur stratégie de réassurance vie et ont besoin d'accompagnement et de conseils plus professionnels. Alors, avec la fusion avec le groupe Willis Towers Watson, nous sommes devenus de facto un des premiers acteurs en vie, puisque Towers Watson était historiquement un joueur très important dans le conseil vie. Donc on a des équipes d'actuariat vie et donc un réseau de distribution vie très important. Nous avons décidé de leverager sur ce réseau-là et sur notre compétence vie en recrutant Franck. Nous recrutons également sur nos entités locales pour construire ce qui est selon nous la nouvelle proposition vie en courtage. On n'est pas dans une petite opération de croissance, je dirais, d'une ligne d'activité, mais on est en train de redéfinir ce qui pour nous devrait être le courtage en vie. Très bien, Alkis Timaratos, merci. Merci.